Recevez nos salutations fraternelles, fidèles téléspectateurs, amoureux des sons de Gamaliel. Je reviens encore une fois devant vos postes téléviseurs aujourd'hui avec une autre thématique. Aujourd'hui, on va parler sur la spiritualité, mais au Congo. Au regard de toutes ces réalités, qu'est-ce que nous devons faire et retenir aussi ce qu'on pourra retenir, il faut de façon que ça nous aide à évoluer. Fidèles téléspectateurs, je vous salue de partout, vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Tokoma Télévision, bien sûr, sur Congo Mozindo TV, sur Ndekoelezer Tokokoma. Je ne sais par quelle fréquence vous allez nous suivre aujourd'hui, mais sinon, retenez que nous allons parler Congo, nous allons parler de notre destin, nous allons parler de notre avenir. Et sur le thème du Congo Nouvelle-Jérusalem. Pourquoi Congo Nouvelle-Jérusalem? Pourquoi on va appeler les Congo Nouvelle-Jérusalem? Ponanini Tokobenga Komboana. Donc vous aurez vraiment des grandes révélations à travers de cette émission Son des Gamaliel d'aujourd'hui qui est plus particulière parce que nous allons recevoir un invité qui va nous décrypter l'histoire de notre pays. Parce que si on ne connaît pas d'où nous venons, il nous sera difficile de savoir où est-ce que nous allons. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous M. Patrick Kambala, qui est chercheur, qui est aussi serviteur de Dieu, qui a beaucoup de casquettes, mais sinon, vous voyez, comme un chercheur qui veut aider le Congo à se développer et aussi aller et arriver plutôt là où Dieu l'attend. M. Patrick, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Vous allez bien? Là, la casquette, je préfère qu'on garde celle de Mwakwidji. 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 Alléluia. Révérend sacrificateur. Révérend sacrificateur Mwakwidji. Merci déjà d'ailleurs pour cet rappel. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. Et très content de retrouver ce plateau. Ça fait très longtemps que tout le monde en a. La dernière fois qu'on s'était vu, j'étais à Kimpese. Oui. Ou ici à Kinshasa, quand on a... Akin. À Oasis. Oui. Ah, ok. Oui. Ok. Comment la vie dans l'ensemble? Non, on se porte bien. On se porte bien et très soucieux de partager et d'échanger sur la profondeur de ce que nous sommes, une recherche profonde de notre identité pour que l'on puisse marcher de façon déterminée vers l'accomplissement de notre avenir glorieux. Parce qu'il est glorieux. Mais apparemment, c'est comme si ça ne va pas. L'Église des sacrificateurs, qui a une mission particulière pour le Congo, mais apparemment, ça ne va pas. C'est comme si cette dose de spiritualité est partie déjà avec lui-même, le père fondateur de l'Église souverain sacrificateur. Comment va d'abord votre Église des sacrificateurs? À l'Église des sacrificateurs, c'est à merveille. Okay. Parce qu'en fait, lorsque vous parlez d'Église, lorsque vous parlez... de la notion d'église, vous évoquez un groupe de personnes ou vous évoquez la substance réelle de ce qu'on appelle église. Non, mais nous devons d'abord commencer par les groupes de personnes qui animent l'église. En fait, justement, c'est ça la différence entre la théologie sacrificatrice Okay. et les autres théologies. Le sacerdoce du souverain sacrificateur Kadima, il est basé sur le sacrificateur individu qui œuvre pour un sacerdoce universel. Très bien. Donc, lorsque vous appelez église pour les chrétiens, par exemple, il s'agit d'un espace dans lequel on a l'autel de sacrifice. Quand tu enlèves l'autel, ce qu'on appelle dans Chota, Chota, oui. ou même en Swahili, on appelle Chota aussi. Chota, oui. Je ne sais pas, en Kikongo. Kikongo, je crois que c'est... j'ai oublié. En Lingala, c'est... on appelle comment le Chota Lingala? Chota Lingala. Lingala, c'est Etumbelo. Etumbelo, oui. Voilà. Oui. Etumbelo. Disons hôtel. L'hôtel de sacrifice. Oui. Quand vous sortez l'hôtel de la maison, là, ça cesse d'être une église. Ok. Vous voyez? Donc, à partir du moment où il y a un hôtel de sacrifice quelque part, c'est que vous avez l'église. Et dans la sacrificature, dans le royaume des sacrificateurs, tout sacrificateur, puisque sacrificateur, est doté d'un hôtel de sacrifice. Est-ce que nous pouvons dire... Et à partir du moment où vous avez l'hôtel de sacrifice, vous avez l'église. Donc, il est aberrant
de parler d'une église quelconque, à part l'église que vous détenez, qui est votre autel de sacrifice. À la question que vous me posez, ça veut à dire savoir d'abord quoi, l'autel de sacrifice? Parce que quand vous dites Tchotala, comment maintenant savoir que vous en avez et quels sont les principes, en fait, non, mais, disons, la valeur lorsque vous appelez sacrificateur, oui. La notion de sacrificateur a commencé avec Aaron et les descendants lévitiques ont été dotés de cette mission d'être ceux-là qui prennent les offrandes du peuple et qui les amènent au Très-Haut à travers l'autel. Et c'est ça le même rôle que joue aujourd'hui le clergé au sein de l'Église chrétienne. Comparativement à la vie d'aujourd'hui des sacrificateurs, pensez-vous que vous êtes à la hauteur de respecter ces principes? Parce que c'est comme si ça ne va pas. La mesure de la santé spirituelle, ce sont dans la manifestation de la vie, de la divinité dans sa propre vie. Très bien. Regardez ma santé morale, ma santé psychologique, mon existence. Est-ce que vous la trouvez fanée ou elle est florissante? Face à toutes ces réalités ici. Et cela est lié directement à la spiritualité que j'exerce. Donc c'est pour cela que moi je vous dis que l'Église se porte très bien, mon Église se porte très bien. Et dans la sacrificature, lorsqu'on se met ensemble, nous apprenons comment... Vous êtes toujours ensemble ou bien divisés en je ne sais combien? Déjà, c'est combien de parties? L'Église sacrificateur. Autant de sacrificateurs, autant d'autels, autant d'églises. Waouh, ça c'est fort. Alors, je comprends facilement. C'est ça la grande différence. Quand vous êtes chez les chrétiens, vous avez les fidèles et le clergé. Quand vous êtes dans l'église judaïste, vous avez le sacrificateur et le peuple juif. Mais quand vous êtes chez les sacrificateurs, tous sont sacrificateurs. C'est une différence de taille et qui fait pratiquement la révolution sacerdotale dans la sacrificature qui est totalement différente de la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas vivre l'impact des sacrificateurs suivant votre mission sur la terre? Kadima Souverain Sacrificateur, qui est juste en arrière-plan, avait une mission qu'il est venu pour prêcher à la nation. Aujourd'hui, vous avez cru dans cette parole faite venant de lui, de la part du Christ. Et aujourd'hui, êtes-vous fier? Est-ce que de là où il est, disons, il peut être fier que la mission qui lui a été conférée sur la terre a apporté des fruits, ou ça pose un peu de problème sur ce qui se passe? Aucunement, il n'y a aucun problème. L'œuvre de l'établissement du règne de Dieu sur la terre suit son cours. Cette œuvre est en action depuis novembre 1963 et se poursuit. Je vous dis que lorsque vous lisez Sébastien Mercier, c'est un Français, il a vu dans les années 1776 une vision de l'accomplissement, même l'aboutissement de cette œuvre qui a commencé en 63. Et vous savez que lui, dans sa vision, quand est-ce qu'il a vu cet aboutissement? Il a écrit un livre intitulé « Politique de l'an 2240 ». Et dans ce livre-là, il dit, à cette époque-là, ça veut dire 200 ans devant nous, la terre est sainte, le mal a disparu, l'humanité est devenue une humanité sainte. C'est l'aboutissement de cette œuvre qui a commencé en novembre 63, que les mages modernes ont vu. Quand vous lisez le deuxième message du Sanctum Céleste, les mages modernes ont vu la naissance de l'âge nouveau, avec le changement d'ère. Nous ne sommes plus dans l'ère du poisson, nous sommes dans l'ère du Verseau. Et c'est un processus. Il n'arrive pas en un clin d'œil. Mais l'humanité entière vivra les œuvres de ce processus. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Je pense que moi, souverain sacrificateur, sacrificateur Patrick Kambala. Alors, pourquoi nous allons appeler les Congos
Nouvelle-Jérusalem. Oui, merci beaucoup. Congo, Nouvelle-Jérusalem. On regarde tout ce que nous avons comme problème dans cette république. Coup d'État raté, situation sécuritaire pose problème. Nous avons un problème un problème sanitaire. Nous avons des problèmes de l'éducation. Nous sommes à beaucoup de problèmes. Le grand défi à relever, jusque-là, rien ne fait, mais vous appelez les Congo Nouvelle-Jérusalem. Vous faites rêver les Congolais, pardon, ou bien vous dites ces choses-là pour dire... de façon qu'on vous voit, et bien nos chercheurs non. Bien au contraire. La réalité que nous vivons aujourd'hui et les situations tant économiques, sociales et même politiques que nous connaissons, pour moi, elles sont des situations. Elles sont des conjonctures. C'est juste des symptômes. La vraie solution au problème du Congolais, au problème de la race noire, au problème de l'Afrique, au problème de l'humanité tout entière d'ailleurs, elle est à rechercher dans les profondeurs. Elle est à rechercher dans les profondeurs. Aujourd'hui, c'est bien beau. Je vois des politiciens, je les ai vus tout à l'heure là dans Massolo, notre député. C'est bien beau que l'on échange sur la situation de l'heure. Mais moi, je sais que tout ceci, c'est comme si vous traitez la fièvre. Vous traitez les symptômes. Comment traiter la fièvre? Mais la maladie, la racine du problème congolais, elle est à chercher très loin. Très loin comment? Très loin. Déjà, qui sommes-nous, nous, Congolais? Est-ce qu'on se connaît d'abord? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on connaît notre histoire? Est-ce qu'on connaît notre histoire? Mais déjà, les Congolais sont informés. Et c'est même malheureux de voir que on est même des grands intellectuels dans ce pays. Mais c'est malheureux de savoir qu'on ignore tout de ce que nous sommes et de ce que notre histoire. Aujourd'hui, quand vous parlez avec un Chinois, il sait vous parler des routes de la soie de l'époque, des millénaires avant. Et ils se disent que nous avions dominé le monde à l'époque. Aujourd'hui, vous avez, quand les Russes vous parlent de l'Empire prussien, quand vous avez les Turcs qui vous parlent de l'Empire ottoman. Lorsque vous regardez même nos voisins qui nous agacent, les Rwandais. J'avais suivi une fois le sénateur Didier Moumengi, quand il parlait de l'importance de l'histoire. J'ai beaucoup aimé cette émission sur Top Congo. Et il a montré comment les Rwandais ont leur histoire depuis les années 1700. Qu'est-ce que le Congolais sait de son histoire d'il y a 200 ans? Presque rien. Et d'ailleurs, même le peu que nous pensons connaître, je vais vous étonner aujourd'hui pour vous dire que c'est faux. Comment ça? 80% de ce que nous pensons connaître de notre histoire est totalement faux. On sait déjà que le Congo a été colonisé par la Belgique. Ah, mais justement, déjà que je te dis que dans notre pays, il y a une controverse. On sait que David Livingstone était venu et son frère Stanley, ils sont venus. Justement, cette histoire est très mal connue. On sait l'histoire d'Eximo Kimbangu, on connaît que Kimpamvita était des passages au pays. On sait que Lumumba était mort, il a été assassiné par le blanc. On sait que souverain sacrificateur Kadima Bakeng était aussi des passages. On croit savoir. Laisse-moi t'étonner. Quelques préoccupations qui peuvent éveiller la curiosité du téléspectateur. Lorsqu'on parle déjà même de la colonisation de ce Congo, lorsqu'on parle de comment nous sommes devenus État indépendant du Congo, ce que nous avons lu dans l'histoire à l'école n'est pas très correct. Alors, n'est pas très correct. Commençons déjà par cette personne de Stanley qui a exploré tout le Congo, qui est allé jusqu'à être invité à la conférence de Berlin, même la soi-disant conférence de Berlin. Est-ce que vous savez de quoi elle était constituée? Et qu'est-ce qu'il y avait comme ordre du jour à la conférence? Alors, expliquez-nous à l'école, vous savez ce qu'on a appris? Que c'était la conférence pour partager l'Afrique. C'est pas tout à fait vrai. Déjà que c'est en français que nous l'appelons conférence de Berlin. Et dans ce pays, le Congo, qu'on appelle sa conférence de Berlin. Quand vous allez sur Internet, en anglais, on parle de The Congo Conference. Ça veut dire? C'était une conférence où la matière à 90% c'était le Congo. Il y avait un petit point à propos du bassin du Niger que les Français avaient ajouté à l'ordre du jour. Mais le grand point à l'ordre du jour à traiter, c'était le Congo.
il était question de parler du Congo. Et vous savez qui ont participé à la conférence de Berlin? Qui? Parce que lorsqu'on parle de la conférence de Berlin, on pense qu'il y avait les Européens seuls en train de se partager le gâteau Afrique. Et il y avait aussi des Africains? Non, aucun Africain, malheureusement. Alors, Il y avait le monde entier. Et ce qui m'étonne, ce qui me fait même mal, ce qui me fait un peu mal, c'est que nous avons même des grands intellectuels au Congo. Certains même ont fini en histoire. Mais les détails de ces choses fondamentales qui font notre histoire profonde. Parce que je vous assure, quand on ne comprend pas d'où on vient, quand on ne comprend pas qui on est, on ne sait pas se projeter dans l'avenir. Tout à fait. Et quand on ne sait pas, nous Congolais, particulièrement nous Congolais, si on ne sait pas ce que nous sommes en profondeur, on ne saura jamais se projeter dans l'avenir. Je vois des gens penser que l'intérêt que le Congo porte devant l'humanité, c'est le cuivre, le coltan, le diamant. Je peux vous étonner. Mais c'est ça le problème. Non, mais c'est faux, justement. On pense savoir. Le Congo est victime de ses richesses. C'est un aspect du problème qui n'est pas le fondamental. Comment Parce ça? qu'il faut rentrer dans l'histoire pour le comprendre. Il faut rentrer dans l'histoire pour le comprendre. Expliquez-moi un peu, en un mot, faites-nous un résumé de l'histoire. En quelques lignes. Je vous en prie. Vous avez 5 minutes non-stop. En quelques lignes. Déjà de 1, controverse numéro 1. On ne sait rien de Stanley. Beaucoup de gens, bon, je sais qu'il y a des intellectuels qui connaissent, mais la majeure partie des gens, on ignore tout de Stanley. Est-ce que vous savez déjà qu'il ne s'appelait pas Stanley? Henry Morton Stanley, c'est pas son nom. C'est qu'on nous a étudié, c'est qu'on nous a enseigné dans l'histoire. C'est pas son nom. C'est un nom d'emprunt. Il s'appelle John Rawlings. Et même l'emprunt de ce nom, Henry Morton Stanley, est sujet à équivoque. C'est même des trucs simples. Vous n'avez qu'à taper sur Wikipédia, sur Google, et vous allez voir. Vous avez dit, il s'appelait comment? On expose la controverse de la vie de cette personne, et vous vous dites que mais c'est quoi ce type ici? Tout est faux dans sa vie. Il prend le nom de Henry Morton Stanley, et il prétend que parce qu'il était adopté par le baron Stanley, mais le baron Stanley, qu'il dit être mort en 1860, a vécu jusqu'en 1877, et l'histoire montre qu'il a adopté, oui, 2 enfants, mais c'était 2 filles. Ah bon? Oui. Et lui-même, soi-disant Stanley, il n'a pas été... n'élucide pas quelle est la relation qu'il y avait entre ces 2 personnes, et déjà même l'histoire de sa soi-disant mort en 1860, en 1877, est encore équivoque. Vous voyez un peu, juste des petites choses qui font waouh. Et puis vous dites, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors, le gars, vous savez qu'il a écrit un journal, un article, déjà qu'il était journaliste. Il est né d'une mère sans père en Angleterre. Oh, attendez. Il est né d'une mère sans père. En Angleterre. Donc, il était déjà et puis on l'a placé. Non, il avait un père, mais que la mère n'a pas avoué. Ah, d'accord. Ouais, donc la mère n'a pas avoué. Il l'a mis dans un orphelinat. Et puis de là, à l'âge très jeune, 12 ans, il a quitté l'orphelinat. Il a voyagé pour aller en Amérique, où il prétend avoir été adopté par le baron. Et ce qui est équivoque, c'est clair dans Google, vous pouvez lire. Et puis, le gars, après, il est entré dans l'armée. Et parmi les rares personnes qui ont fait à la fois la guerre dans le camp des sudistes et dans le camp des nordistes, parce que dans la période 60 jusqu'à 70, c'est la période où il y a la grande guerre nord-sud, les guerres de sécession en Amérique. Et à côté de cela, le gars se transforme, il devient journaliste. Il va aux Indes, où il a fait un article très spectaculaire sur la guerre des Indes, mais en réalité, l'histoire montre qu'il n'a jamais participé à la guerre. Quand il est arrivé aux Indes, c'était la période où il y avait des négociations de paix. Donc l'article qui l'a rendu célèbre, publié par le New York Herald à l'époque, c'est un article monté de toutes pièces. Ah bon? Ouais. C'est Internet qui le dit. Et puis, à côté de cela... Mais tout ce qui est sur l'Internet ne peut pas être vrai aussi. Quand James Gordon Bennett l'engage pour le New York Herald et l'envoie comme attaché de presse correspondant de New York Herald en Abyssinie, en Égypte, lorsqu'il y avait des troubles, le gars arrive là-bas, il corrompt le télégraphiste et il bloque
les articles de tous les autres correspondants, seuls ces articles sont publiés et il en fait encore une grande renommée. Ça, c'est juste des petites choses pour vous montrer de la controverse déjà dans les lettres de cette personne-là. Alors, c'est cette personne qui devient très célèbre et en 1869, on l'appelle en Amérique par son rédacteur pour cette fois-là lui confier la mission d'aller chercher Livingstone. Ce que nous savons dans l'histoire, c'est qu'on nous dit que Livingstone a disparu et on envoie Stanley le chercher. Mais quand vous entrez dans les détails de l'histoire, vous ne trouvez pas les traces réelles d'une soi-disant disparition de Livingstone. Pourquoi? Parce que, je saute, juste pour faire court. Livingstone vivait, c'est un Écossais qui était en Afrique du Sud, et il a fait sa première expédition où il a exploré les Zambèze, le fleuve Zambèze, et de sa source jusqu'à ses différents confluents. De la deuxième expédition, il est allé explorer les chutes Victoria, auquel il a donné le nom de la reine, et la National Geographic Society en Angleterre, pour cette fois-là, en 1866, lui confier la mission d'aller rechercher la source du Nil. Très bien. Élément clé, notez ça. Il est venu en Afrique, cette fois-là, la troisième fois, il est venu, parce qu'il était déjà en Afrique depuis longtemps, on l'avait même déjà fait consul, c'est lui qui était installé au Botswana pour la Rhodésie à l'époque, et il est allé, cette fois-là, mission confiée par les Anglais, va nous chercher la source du Nil. Pourquoi? Est-ce que les Congolais savent pourquoi est-ce qu'il y avait une grande saga à l'époque, dans les années 1850 et aller à l'avant? Toute l'humanité de l'époque, toutes les sommités intellectuelles et ésotériques cherchaient la source du Nil. Est-ce que les Congolais peuvent se demander pourquoi? C'est la source de tous nos problèmes. C'est la source de notre grand intérêt. Si on arrive à percer cela, on va replacer le puzzle et se définir, se déterminer, et alors là, se lever et marcher droit vers notre réelle destinée. Si on croit que la grandeur de ce pays est faite par l'or, le cuivre, le coltan, on tape à côté. Alors, Livingstone vient pour chercher la source du Nil. Dans cette troisième expédition, 1866. Alors, lorsqu'il vient, il cherche. En Angleterre, on apprend qu'il a trouvé. Est-ce que c'était un intérêt purement géographique, juste parce que c'est un cours d'eau? Avez-vous déjà entendu qu'une nation a financé une expédition pour aller chercher la source d'un fleuve quelconque? Non, les gens ont trouvé, comme Diego Cao a trouvé l'embouchure du fleuve. Il ne venait pas pour ça, il passait, et il a vu, et il s'est intéressé, il a publié. Mais ici, il s'agit d'une organisation, d'un gouvernement, l'un des plus grands de l'époque, qui décide qu'on aille chercher la source du Nil. Pour revenir un peu en arrière, vers les débuts, les 40, 1840, 1800, les Champollion déchiffrent l'hiérographie. Et en déchiffrant l'hiéroglyphe, on découvre ce que les fresques murales de l'Égypte antique disent. Et ce qu'il y a dans les pyramides et dans les différents tombeaux. C'est la grande saga de l'égyptologie. On commence à comprendre ce que les Égyptiens antiques disaient, qui était ignoré pendant des siècles. Lisez Cheikh Anta Diop, il en parle, avec force détail. Même tous ses élèves en ont parlé largement, jusqu'au professeur Omotunde. On note que les Égyptiens antiques disent que la sagesse, l'intelligence, la science, même l'ésotérie qu'ils avaient, provenaient d'un espace où ils disent le pays des dieux. Et dans leur langue, ils parlent du pays de Pout. Est-ce que les Congolais savent un peu ces choses? Elles sont très importantes pour notre destinée. Je ne dis pas que j'ai des réponses à toutes les questions, mais ce sont des questionnements que nous devons avoir en permanence.
Au lieu de rester sur les fièvres et les symptômes de la situation qui sont les réalités d'aujourd'hui. C'est bien, il y a ceux qui s'en chargent, il faut y travailler. Mais en tant que peuple, en tant que nation, nous devons savoir d'où nous venons. Ça détermine notre être et ça nous positionne pour notre destinée. Mais cette compétence relève. Mais justement, il des faut qu'on y autorités. travaille. Il faut qu'il y travaille. Je trouve noble, c'est bien, je respecte qu'il y ait des gens qui se donnent corps et âme et qui se battent même pour la démocratie, pour les droits de l'homme, des valeurs. L'état des droits et. Juste une parenthèse. Où est-ce que vous avez vu la démocratie développer un pays? Où? Parce que même ceux-là qui se montrent chantres de la démocratie, est-ce que chez eux il y en a? Est-ce que chez eux il y en a? Dans les plus grandes nations qui se disent démocrates, on a vu Trump jusqu'aujourd'hui réclame son élection volée. Est-ce que vous vous imaginez, dans la plus grande démocratie du monde, et vous pensez que ça commençait aujourd'hui? Même déjà en 1800 et longtemps avant, cette controverse n'a jamais quitté les États-Unis. Vous vous souvenez même à l'époque de Bush fils, il y a eu encore une élection volée. Où est-ce qu'il y a la démocratie dans ce monde? En France, quand la population a décidé de quitter, a refusé le traité européen, est-ce qu'on a appliqué la démocratie? Est-ce qu'on a appliqué la démocratie? Mais regarde ceux qui se fichent éperdument de cette notion qui est tout à fait de création purement copiée de la société grecque antique et transposée à aujourd'hui. Les Russes sont là. Ils ont ressorti des cendres. Aujourd'hui, ils sont puissants. Les Chinois sont là. Aujourd'hui, ils ont récolté le respect de tout le monde. Qui est-ce qui a dit que pour qu'on se développe, on est obligé de passer par la démocratie? On est allé la mettre en Libye, hein? Avant comme après, démocratie en Libye, que chacun peut lire. On a essayé de la mettre en Irak, hein, la démocratie. Attention, il y a certaines choses que nous prenons, on ramasse, et puis on cherche à trouver son chemin dans le dedans, mais quand on ne se définit pas, quand on ne se connaît pas, on perd le Nord. On perd le Nord. Regardez tout le mouvement qu'il y a dans l'Afrique de l'Ouest. Les gens ont compris. Mais je ne parle pas de cela. Rentrons dans ce dont je parlais ici. Il faut qu'on sache qui est-ce que nous sommes. C'est très important. Et le nœud se trouve à la source du Nil. Parce que lorsque Livingstone croit avoir trouvé, il envoie des lettres. Et quand ça arrive en Grande-Bretagne, il se fait qu'on doute de la crédibilité, parce que même la reine Victoria le dit, hein, que, bon, voilà, la mission qu'eux ont envoyée pour venir rejoindre Livingstone, ça c'est moi qui dis, je doute et je mets en doute la théorie selon laquelle Livingstone était considéré comme perdu. Pourquoi? Parce qu'il est parti de l'Afrique du Sud et puis la Rhodésie. Il est monté et il a cherché. Pour lui, il a pensé avoir trouvé le Nil, la mission qu'on lui avait confiée. Oui. Et lorsque les Anglais reçoivent les missives qu'il envoie, hein, ils n'y prêtent pas, ne donnent pas du crédit. Moi, je suis allé jusqu'à Livingstone. Okay. Plusieurs fois, c'était mon endroit le préféré des vacances. Okay. Jusqu'au décembre dernier, j'y étais et je passe beaucoup de mon temps quand je suis là-bas au musée Livingstone. Donc, j'en sais assez. Okay. Je suis allé à Boma, dans le musée Oba-Oba, dans lequel Stanley a passé la nuit. Et j'en ai découvert des choses qu'on ne nous dit pas. Qu'on ne nous dit pas. Alors, pour rentrer à Livingstone, lui, il croit avoir trouvé le Nil. Il pense avoir trouvé le Nil. Et pour dire que la thèse selon laquelle Stanley est venu chercher Livingstone n'est pas vraie, c'est que Livingstone est parti du sud. Il est monté. S'il est perdu, donc on ne sait pas où il est. Alors, si Stanley devait le chercher, je pense qu'il devait commencer par où? Par le chemin par lequel il est passé. Ouais. Il devait rentrer au sud pour remonter la pente. Pourquoi Stanley est allé directement de Bombay? Parce qu'il est parti, on lui a donné la mission à New York par James Gordon. Il est rentré en Abyssinie et puis il est allé en Inde. On lui a donné la mission en 1869
hein, et lui n'a bougé de l'Inde qu'en 1870 pour venir de Bombay, qu'il est parti pour venir directement à Zanzibar. Qui lui a dit d'aller chercher Livingstone de l'Est de l'Afrique pendant qu'il était censé être perdu? Donc on n'avait aucune nouvelle de lui. Vous voyez là où il y a une controverse, les intellectuels congolais doivent s'intéresser à ces choses. C'est pas fortuite. C'est purement, c'est même exotérique. Alors, lui dit qu'il a trouvé le Nil. Déjà, et pourquoi on cherche le Nil? Parce que les Égyptiens antiques affirment qu'il y a un pays des dieux, là où ils vont puiser la science, la connaissance, et là où il y a des symboles ésotériques qui leur ont apporté la connaissance de la science et la sagesse qu'ils ont. Ils appellent ça les pays des dieux. Le pays de... Tu sais que dans le langue bantou, toutes les langues bantou, on appelle Poutou, Poto, Mputu, chez les Kassaïens. On pense que c'est une désignation de l'Europe. C'est faux. Cette désignation vient de nos langues, même avant que les Blancs ne viennent coloniser l'Afrique. Okay. Pourquoi dans toutes les langues bantoues, ce concept-là revient? Lisez les égyptologues. Vous comprendrez beaucoup de choses. Ce Poutou-là, c'est le même pays de Pout qui est dans les écrits des Égyptiens antiques, dans les hiéroglyphes. Et quand nos ancêtres parlaient de Poto, chez les Bangala, Mputu, Mputu, chez les Luba, ils désignent un endroit merveilleux, un lieu de rêve. Et lorsque les premiers Africains ont vu l'Europe, du moment de la colonisation, ils ont associé, comme c'était développé, la lumière et consorts, ils ont associé ça à l'image qu'avaient nos ancêtres quand ils désignaient l'espace qu'on appelle Pout. Mais le Pout, il se retrouve même en Égypte. Les Égyptiens antiques du temps de tous les pharaons glorieux que nous connaissons savaient qu'il existait un pays de Pout et ils le situaient à la source du Nil. Mais il était difficile de monter pour rentrer à la source du Nil parce qu'il n'est pas navigable vers sa source. C'est comme ça que, à partir de cet instant, il y a une saga dans le monde entier. On cherche à trouver l'origine du Nil. Pour des raisons purement ésotériques, pour des raisons purement spirituelles. Livingstone vient, il pense avoir trouvé. Les Anglais reçoivent les missives. Ils doutent de la crédibilité, mais qu'est-ce qui se passe? Le New York Herald, le journal, et on sait qui sont derrière, je ne vais pas les citer ici, on est les puissants de ce monde. On va les appeler comment? Comme ça, les dominateurs du monde. Ceux-là qui se réunissent jusqu'aujourd'hui, leurs enfants et leurs petits-enfants sont tout le temps au groupe de Bilderberg en train de dire qui doit diriger tel pays, qui doit faire ceci, qui doit faire cela. C'est ceux-là même qui sont derrière tous ces grands médias qui décident que ce gars dit qu'il a trouvé Stanley. Va voir. Et comme par enchantement, tous ces gars-là se retrouvent dans les mêmes cercles privés et secrets dans lesquels ils se disent des choses. Notre histoire ne se situe pas dans les cuivres et le cobalt, chers amis. Congolais, réveillons-nous. Notre richesse, elle est ailleurs, elle est plus grande. Elle va au-delà du diamant. Elle va au-delà du coltan. Elle est dans les sources. Qu'est-ce que ces gens sont venus faire? Alors, le gars vient, il rencontre Stanley en 71 à Ujiji, Tanzanie. Et la fameuse phrase, je présume, Livingstone, et il rentre, il dit, j'ai trouvé le gars. Pendant ce temps, la Belgique n'est pas dans l'affaire, hein? Pendant ce temps, les Anglais qui ont envoyé Livingstone sont à l'écart. Il rentre à New York, il donne le rapport, on le renvoie. Cette fois-là, c'est le Daily Telegraph, hein? Plus le New York Herald, deux journaux américains puissants
créé par les puissants, les dirigeants du monde. Et pour vous donner la note, pendant ce temps, l'Amérique est en guerre de sécession. Pendant ce temps, on a Abraham Lincoln qui est en train de souffrir, à chercher à réunir, à créer l'union. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas l'État, le gouvernement américain qui est en premier lieu. Parce que lui, il est préoccupé à finir la guerre. Ce sont des businessmen qui sont à la manœuvre, qui sont en train d'organiser les choses. Alors, on retourne encore Stanley. Il revient cette fois-là avec plus de moyens. Là, Léopold II gouverne sa Belgique sans problème. Hein. Très bien. Il n'y a aucun problème là-bas. Et là, Livingstone meurt en 73. On est en 1874. Stanley revient cette fois-là avec de gros muscles. Des canons démontables, des armes et beaucoup de moyens. Il engage Tipo, l'esclavagiste, avec plusieurs esclaves noirs et des arabes. Ils vont maintenant rentrer dans le Congo pour aller trouver ce que Livingstone avait dit avoir trouvé, la source du Nil. En fait, quand il arrive, c'est là qu'il découvre que, effectivement, du point de vue de ce qu'il a décrit, Stanley et Livingstone, il a trouvé la source. Mais malheureusement, ce n'était pas la source du Nil. C'était le Luablaba. C'est la source du Congo. Ah bon? Oui, c'est comme ça que Stanley commence ses explorations. Il a exploré tout le Tanganyika, le lac Tanganyika. Il montait chaque fois avec le fleuve et il suivait les affluents et il exploitait tout ce qu'il y avait comme lac. C'est comme ça qu'il a fait tous les lacs, les grands lacs de l'Est. Oui. C'est lui qui a tout dessiné avec sa boussole, avec tout ce qu'il voyait. Son journal est vraiment formidable. Et le gars est dans une mission, pas de chercher le cuivre, pas de chercher le cobalt, ni diamant, ni or, ni coltan. Mais il cherchait quoi? Ah. C'est là que les Congolais doivent se réveiller et chercher à comprendre. C'est ça le pourquoi de votre présence ici, en tant que chercheur. Mais il faut que ce soit une démarche de nous tous. Moi, je ne vais quand même pas tout étaler ici. C'est mon grand sujet de recherche, bien sûr. Mais ce doit être le sujet de recherche de la nation congolaise. Pour nous comprendre qui sommes-nous. Pour savoir, de sorte à ce qu'on se projette dans l'avenir. Très bien. On risque d'être distrait par ce que moi j'appelle des fièvres, des symptômes, des choses élémentaires qui sont conjoncturelles. Il faut suivre la fonction maîtresse, le système. On est dans quoi? Qui sommes-nous? À partir du moment où on le comprend, on va se dresser droit. On va marcher droit devant nous. Mais quand on ne le comprend pas, on va rester dans la marmaille. On va rester dans les méandres. Mais on va manquer le point. We miss the point, comme les anglophones disent. Alors, juste laisse-moi, s'il te plaît, je vous que l'on prie. essaie Que je vous ai laissé. que je mette un peu à nu la controverse. Très bien. Hein? Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses. Je montre des controverses. Très bien. Pour qu'ensemble, nous essayons de nous y plonger. Ça nous donnera une idée sur ce que nous sommes. Voilà. Très important. Alors, ils l'explorent. Quand ils arrivent en plein nord, ils trouvent que le grand fleuve ne pique pas. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont sur le Nil. Quand ils montent, ils se disent que nous allons jusqu'en Abyssinie. Nous allons jusqu'en Égypte. Mais lorsqu'ils arrivent dans le plein nord, ah non, le grand fleuve pique vers l'ouest. Mais puisque du point de vue ésotérique, ils sont vraiment dans la nation des dieux, puisqu'ils vivent les présages et les prémices de ce que cette nation représente, ils se disent, nous sommes dans la bonne voie. D'ailleurs, Tipo s'est désengagé à partir du nord. Il a dit, moi je rentre. Et Stanley, avec la troupe, a décidé de foncer. Ils ont piqué ouest. Arrivé dans l'équateur, le fleuve a commencé à piquer dans le sud. Ils l'ont suivi. Parce que ce qu'ils voyaient correspondait à ce qu'ils cherchaient. Vous pensez que vraiment le capitaliste peut dépenser son argent pour rien? Savez-vous, une seule autre expédition, une seule autre aventure que les Américains ont financée comme celle-là? Et est-ce que les rapports de Stanley vous parlent du cuivre? Ils n'en savaient rien. On parle de Jules Cornet qui découvre le cuivre en 1903. Hein? C'est dans le début 1900 qu'on commence à parler du cuivre.
Ok. Donc on ne parle pas prix précieuse, on ne parle pas coton, on ne parle pas diamant, on ne parle pas or. On parle de quoi? Qu'est-ce que le gars cherchait? Il faut qu'on trouve. Pourquoi le New York Herald met de l'argent pour cette expédition? Pour avoir quoi? Regarde ce qui se passe. Le gars est encore dans cette expédition qui commence en 1874. Oui. On est encore en expédition, donc le gars est encore au Congo, en train d'explorer les fleuves, en train de négocier avec nos chefs coutumiers pour passer. Mais il cherche quoi ça, avec c'est le fleuve? Dans le fleuve, là, il il y ne a faut pas quoi? que ce soit moi seul qui le dis. Nous devons le dire ensemble. Non, mais il y a Cherchons. toujours une seule personne qui peut toutefois aider justement. des milliers de Congolais. Nous allons le comprendre ensemble. Regarde ce qui se passe. Pendant que lui est encore ici, en train d'explorer, ok? Là-bas, en 1876, s'il vous plaît, il y a le baron Stanford. Stanford, c'est un général américain. Il a combattu dans la guerre de sécession. Ensuite, il s'est retrouvé sénateur. On l'a mis comme ambassadeur des États-Unis auprès du royaume de Belgique. Et il siégeait à Bruxelles de 1860 à 1870. Et cet homme-là est un multimilliardaire. Parce que, ça c'est l'Internet le dit ouvertement, c'est lui le fondateur de la ville de Stanford, en Californie. Vous voyez un peu? C'est un magnat. Est-ce qu'il a des actions dans le New York Herald? Je ne l'affirme pas. Ça, on ne le dit pas en Internet. Mais au moins, on dit qu'il a créé la ville de Stanford. C'est un multimilliardaire. Il est général d'armée et il est ambassadeur à Bruxelles. Quand tu es ambassadeur et des États-Unis, tu es dans un royaume, tu vois le roi. Il est copain avec le roi. Parce que la nuit, il fréquente les mêmes cercles ésotériques. C'est pas caché, c'est des choses qui sont ouvertes, qui sont connues. Alors, c'est ce monsieur-là qui revient, c'est le New York Herald officiellement qui envoie Stanley. Il a trouvé l'argent où? Pour financer cette expédition. Il y a toujours des barons qui sont propriétaires des radios et des télévisions. Alors, je ne dis pas qu'il est aussi parmi, mais au moins on découvre que derrière ce monsieur qui venait de faire 10 ans en mission à Bruxelles, et pour la petite histoire, le roi Léopold II est fils de Léopold Ier, qui lui-même est un prince allemand, et Léopold II est copain avec Bismarck, qui se retrouve le chancelier allemand. L'Allemagne est la grande puissance du monde à l'époque. Le pays qui domine le monde à l'époque, c'est l'Allemagne. Vous allez comprendre certaines choses. L'histoire a beaucoup d'intrigues, mais elle n'est pas lointaine. C'est hier ici, 1800. Si les Chinois parlent de 5000 ans avant, mais nous, hier ici, et on ne maîtrise pas ces choses, et on pense se projeter. On n'a même pas un projet de société pour ce que nous sommes. Où est-ce qu'on va le trouver? Il faut d'abord qu'on sache qui nous sommes pour faire un projet de société pour ce que nous voulons être en tant que nation et en tant que peuple. Nous avons une destinée glorieuse et grande, mais nous ne la comprenons que si nous nous retournons aux sources pour se projeter dans l'avenir. Qu'elle vient chercher ces gens ici. Alors, Stanley est encore en train d'explorer, mais ce gars-là, le baron de Stanford, avec son ami, un des grands barons belges, il convainc le roi Léopold II, qui avait aussi des ambitions humanistes, mais rien à voir. Rien ne prouve qu'avant cette époque, il avait un intérêt quelconque avec l'Afrique centrale. Aucun intérêt. Mais au contraire, on voit qui sont intéressés par l'Afrique centrale. Ça vient du plein ouest. Alors, derrière lui, le roi convoque ce qu'ils ont appelé la conférence géographique internationale. Et là, ils invitent des chercheurs, des géologues et des exotéristes, des gens intéressés à la question. Ils siègent et ils parlent de quoi? Ils parlent d'amener la civilisation chez les Noirs. Pas chez les Congolais, hein? Il parle des Noirs. Mais il y a des Noirs du Nord au sud de l'Afrique. Oui. Il y a des Noirs du Nord au sud de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aller piquer seulement les Noirs du centre? Alors, il faut amener la civilisation chez les Noirs.
il faudrait lutter contre l'esclavage. Voilà les deux points qui ont motivé la conférence de 76. Là, Stanley est encore en train d'explorer. Mais on retrouve quand même deux messieurs très importants, dont l'un c'est un puissant baron de la finance et aussi général d'armée américain. Et Stanford, à l'issue de cette conférence de 76, on crée l'Association internationale africaine. Là, elle est Association internationale africaine. Et dans laquelle, parmi les membres cofondateurs, le fameux baron Stanford. Et on met à la tête, on met Léopold II, pour des raisons évidentes. C'est l'ami du puissant du monde. Mais c'est un petit pays qui ne peut pas avoir des ambitions plus grandes que ses épaules. Donc c'est très intéressant, le terrain est très fertile. Au moins, il peut faire copain-copain avec Bismarck pour qu'on ne soit pas gêné dans notre ambition. Mais c'est une ambition d'aventurier, une ambition d'opérateur économique, une ambition des gens qui ne sont pas des États, mais des gens qui ont de l'influence dans des États. Alors, quand Stanley quitte le Congo, c'est ce que j'ai dit, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire lorsque je suis allé au musée de Stanley à Boma. La personne qui nous a fait la visite nous montre une photo de l'arrivée de Stanley venant de l'Afrique. Ça, c'est lui qui nous explique. Et la photo est là. Il dit que quand Stanley quitte Boma du Baobab, il entre dans le fleuve, du fleuve, il entre dans l'océan. Il monte, on l'accueille en pompe à la gare du Midi. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, à l'école, on a appris que quand Stanley a quitté ici, il est allé chez les Anglais. Les Anglais ont boudé ses travaux. C'est comme ça qu'il s'est tourné ailleurs et il est allé se mettre en contact avec le roi de Belge. Non, l'histoire qui est aujourd'hui claire, publiée sur Internet, dit que... Enfin, déjà, moi je dis, au musée de Boma, moi je suis allé là-bas, j'ai vu, on m'a montré même la photo, accueilli avec la garde royale. Qu'est-ce qui se passe? C'est un explorateur qui est parti pour un journal et il rentre, avant même qu'il arrive, on a déjà créé une association, avant même qu'il arrive, et quand il arrive, la garde royale est là en train de l'accueillir. Mais une controverse dans l'histoire, on dit en même temps que Stanley va arriver par Marseille et qui l'accueille au port de Marseille, ça c'est ce que Wikipédia dit, qui l'accueille au port de Marseille, le fameux baron Stanford. Pas un sujet belge, un américain. Et Wikipédia ne se gêne pas de dire que c'est le baron Stanford qui va présenter Henry Morton Stanley, entre guillemets, John Rawlings. C'est lui qui va le mettre en contact avec le roi Léopold II. Entre Stanford et Léopold II, qui est le premier qui a eu l'intérêt sur le Congo? Qui est le premier qui avait l'intérêt sur le Congo? Qui est le premier qui a mis les moyens pour qu'on vienne explorer le Congo? On commence un peu à comprendre quelque chose? Vraiment. C'est toi qui disais que c'est les Belges qui nous ont connus. Alors, ça ne s'est même pas arrêté là. Il y a pire. Il y a pire. Parce que lorsque il crée l'Association internationale africaine, en 79, lorsque Stanley rentre en 77, on le présente en 78 au roi de Belge, quelque chose se passe. Il change. En 79, en 1879, il cesse d'appeler ça Association internationale africaine. Il commence à appeler ça Association internationale du Congo. Okay. On centre ça sur le Congo. Ça veut dire que le rapport que... Moi, ça, c'est moi qui conclue maintenant. Le rapport que Stanley a amené, de l'exploration qu'il a faite, les a convaincus de restreindre leur intérêt et leur action. Où ça? Au Congo, sur le bassin du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a vu? Il n'est pas géologue. Dans aucune phrase du rapport de Stanley, lisez-le en entièreté, aucune phrase ne parle des richesses naturelles. Celles que vous et moi, nous croyons être l'appât qui amène les Blancs chez nous. Non, les premiers Blancs qui sont venus ne sont pas venus pour le diamant.
mais ils sont venus quand même. Ils ont mis les moyens. Et pas n'importe quel moyen. Parce que dans 79, lorsqu'ils créent l'Association internationale du Congo cette fois-là, maintenant, il y a les patrons du monde. Hein? Ceux-là qui dirigent, ceux-là qui décident qui doit diriger la France, qui doit diriger la Belgique, qui doit diriger le Congo, qui doit diriger le Rwanda. Qui ceux-là, les patrons du monde, mettent à la disposition de l'Association internationale du Congo 25 milliards de dollars en or massif. Pour aller maintenant organiser la conquête de ce territoire. Attention, c'est là que ça devient très intéressant. Très, très intéressant. Parce que dans toute l'Afrique, quand les Blancs sont allés dans toute l'Afrique, il y a eu des colonies de peuplement, il y a eu des colonies d'exploitation. Il y a des endroits où ils sont venus, ils sont arrivés, ils ont acheté des terres, ils se sont implantés comme en Afrique du Sud et dans beaucoup de pays sud-africains ici. Et ils ont acheté des terres chez Shaka Zulu et ils se sont implantés. C'est devenu chez eux. Mais ici chez nous, Stanley ne s'est pas contenté d'acheter. Il n'a même pas acheté les terres. Ce qu'il a acheté... Ici au Congo. Ici au Congo. Quand l'histoire parle de cette expédition que Stanley a organisée, il a pris les plus grands mercenaires, les plus réputés de l'époque. C'était qui? Des grands aventuriers du monde entier, très forts dans les armes et consorts. Parce qu'il avait une armée, il y a des canons qui sont restés à Boma jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez aller visiter. Depuis 1879. Dans cette deuxième expédition qui va se terminer en 1884, Stanley a amené une armée comme jamais. Et aujourd'hui, on pleure du massacre des Congolais à l'Est. Oui. On pense que c'est le plus grand génocide de l'histoire. Allez bien lire l'histoire. C'est là que c'est malheureux. Nous, Congolais, on lit très peu. Ces choses ne sont pas à chercher dans des bouquins mystiques ou dans des recherches compliquées. Non, oui. C'est Internet ici, Google et Wikipédia. Vous pouvez taper sur votre téléphone, et tout ça est disponible. Alors, juste que je finisse, deux mots. Deux mots. Attends. Ils viennent avec une armée extraordinaire. Il y a j'ai oublié, je vous donnerai le nom, un prêtre portugais qui faisait du commerce de l'Angola. Il venait régulièrement autour du Poul Malebo pour faire ses commerces. Il a écrit un article dans lequel il affirme que le massacre qu'a commis Stanley avec son armée dans ce pays dans lequel nous vivons, il n'y a jamais eu pareil dans toute l'histoire. L'œuvre était une œuvre dévastatrice, exterminatrice. C'est de la chance que nous sommes encore vivants. Parce que c'est très curieux de voir que même le nom est même resté. On a même donné à certaines villes le nom de cette personne dans ce pays ici. On a osé. Mais ce qui se passe à l'Est n'a rien par rapport à ce que Stanley a fait dans ce pays. Et Stanley en question, vous savez qu'il a même écrit dans son livre qu'il est l'Afrique. Eh bien, on pense que c'était un civilisateur. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Les rails, ce n'était pas pour nous. Attends, tu vas voir l'histoire. Alors le gars s'amène. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il extermine les populations, mais il prend nos chefs coutumiers, nos chefs de terre, ceux-là à qui l'Éternel Dieu a donné l'autorité pour nous gouverner. Il les attrape. On perce le pouce. Ils signent allégeance. Ils se donnent, ils offrent, pas la terre, non. Ils s'offrent. Donc la terre et tout ce qui se trouve. Même leur autorité. Vous comprenez ce qui s'est passé dans ce pays? Il n'y a pas un seul autre pays au monde où ce qui s'est passé ici s'est fait. Et nous pensons que ce pays nous appartient. Attends, quand on prend votre chef, on prend son sang. C'est ce que c'est que le sang. Il ne s'agit pas que d'une action politique.
Il s'agit d'une nation ésotérique. C'est avec le sang de nos ancêtres qu'on a signé les pactes pour donner nos royaumes. Pas nos terres, nos royaumes. Parce que si c'est nos terres, on devait signer juste les terres. Les terres, qu'est-ce que ça a à voir avec le sang? Non, on a donné notre... Ces pactes, ils sont exposés au musée de Tervuren en Belgique. J'apprends de certaines sources que les originaux seraient plutôt aux confins de l'Ouest. Attends, il faut y comprendre quelque chose. Il n'y a pas eu pareil acte dans l'humanité. Ici, chez nous, c'est 800 traités de Boma aux confins du Katanga, en passant par le nord et le sud, l'est y compris. Voilà l'œuvre de cet homme-là. Nos ancêtres, nos parents, nos chefs, qui ont eu de l'Éternel le pouvoir de nous diriger, ont donné leur pouvoir en signant de leur sang les traités qu'on a donnés à l'EIC. Non, pas l'EIC jusque-là, c'est l'AIC, l'Association internationale du Congo. Alors, regarde un peu le film. C'est encore de nouveau le fameux baron Stanford. Quand on parle de la conférence de Berlin, là, en anglais, dans Internet, on l'appelle The Congo Conference. Et cette conférence, lorsqu'elle s'est tenue, je vous dis qu'à cette conférence, il y avait le monde entier. Est-ce que vous savez qu'il y avait même la Mongolie là-bas? Il y avait l'Inde, il y avait la Birmanie. Vous vous rendez compte? Vraiment. Il y avait des émissaires de toutes les puissances de l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de si important? Où est-ce que vous avez encore entendu qu'on discute de la Zambie, de la Rhodésie, du Maroc, et le monde entier s'est réuni? Le Niger, c'était juste un petit point à l'ordre du jour. Et le grand Mais point, le grand point qui a fait les 3 mois de la Congo. conférence, c'était ce pays-ci. Et qui représente le roi? Ou l'association l'association internationale du Congo à la conférence? Il n'y a pas de Belge. Ah bon? Mais oui. Le baron Stanford, encore. L'Américain. C'est lui qui est là, comme envoyé du roi des Belges. Il encadre l'affaire jusqu'au bout. Donc, si on peut conclure... Ah non, mais moi, je ne sais pas moi qui conclue. Le problème pour le Congo, c'est pas, les États-Unis c'est même pas, qui... Non, il faut qu'on le comprenne, nous tous. Il faut qu'on le comprenne, nous tous. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Là, on ne parle pas encore coltan. On ne parle pas diamant. On ne parle pas or. Ces gars-là ont déboursé 25 milliards de dollars. Pas vraiment. Pour le coltan. Oui. Attends, il y a mieux encore. Oui. Il y a mieux encore. Parce que là, on doit terminer. Mais justement, juste que je te donne, juste rapidement, parce que il faut me couper, je parle trop. Il faut me couper. Alors, les gars, c'est lui qui représente. Et comme invité, son ami John Rawlings ou alias Henry Morton Stanley. C'est lui qui vient. Il parle magistralement. Il y a même un documentaire là où on joue comme un petit film. Lisez sur Internet, ça y est. Et vous savez quelles sont les résolutions de la conférence de Berlin? Il y a 6 points concernant le Congo. Lesquels? 6 points, dont 2 points pour le Niger et 4 points pour le Congo. Et quand vous les lisez, vous commencez à ouvrir les yeux. Mais c'est quoi? Vous pouvez nous aider à... Alors, on dit, comme premier point, que le Congo est un espace de marché libre. De libre-échange. De libre-échange. Donc, ça veut dire que c'est un espace où tout citoyen de la terre, je dis bien, c'est écrit comme ça, ce n'est pas moi qui invente. Donc, tout citoyen de la terre peut venir commercer au Congo. Ça, c'est en 1885. Hein? Tout citoyen de la terre. Donc, c'est un espace qui n'appartient à personne. Le roi Léopold... Même les autochtones n'ont pas les droits. C'est pas que c'est toi qui conclus. C'est ça le deuxième article. Ça veut dire que tout citoyen de la terre qui vient commercer, faire du business au Congo,
a les mêmes droits que les autochtones. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah, c'est pourquoi nous sommes en train de vivre certaines réalités. Mais est-ce que... C'est Il y a pour ça des que quand je moments vous où dis, les Congolais ne sont lorsque vous regardez aujourd'hui, vous regardez ici, c'est au bout du nez, c'est conjoncturel, c'est la fièvre. Wow. Cherchez la maladie. Et deuxième point. Tout citoyen de la terre qui vient s'aventurer dans cet espace a les mêmes droits que les autochtones. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on a déjà changé cette disposition-là? Ou est-ce qu'on l'a changé? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que dans la tête de certaines personnes, ils ont encore ça dans leur tête? Alors, on donne même, on dit que le roi de Belge, tout ce qu'on lui donne, hein, c'est la gestion. C'est l'administration. C'est lui qui doit maintenant construire des voies de navigation, construire des voies de... Pas pour vous, les Congolais. Pour le monde entier. L'humanité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez un peu ces choses? Est-ce qu'il faut que les Congolais, on s'intéresse à ces choses? Parce que sinon, on va rester dans la marmaille. Aujourd'hui, moi je ne vais pas aller demander aux gens qu'on se mette à chasser tout le monde aujourd'hui. On n'en a même pas la capacité. Il faut d'abord qu'on comprenne qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on arrive maintenant à se projeter dans l'avenir. Il nous faut peut-être même un plan de 200 ans, même s'il faut 500 ans. Mais il nous faut comprendre ce que nous sommes, ce que nous avons comme atout, et maintenant faire un plan éclairé. Et avec... Parce qu'à l'époque, même quand on parle du business, de quel business il s'agissait? Parce que personne n'avait encore fait de business. Est-ce que ce texte-là est sincère? Est-ce qu'on nous dit toute la vérité? Est-ce qu'on ne nous cache pas quelque chose? Parce que je t'ai dit que les choses ont commencé ailleurs. Alors, juste pour terminer. Alors, à l'issue de la conférence de Berlin, on déclare que ce n'est plus l'Association internationale du Congo. Ça devient l'Association internationale du Congo meurt pour laisser la place à quoi? À un État, à un pays. Avec les clauses de la conférence de Berlin, qui sont les citoyens de ce pays-là? Parce qu'on dit que tout citoyen de la terre peut œuvrer dans ce pays-là au même droit que les autochtones. Donc, quand on déclare l'État indépendant du Congo, qui sont les citoyens de ce pays-là? En 1885, tous citoyens de la terre. Est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Ne cherchez pas notre problème en 2024. Rentrons aux sources pour comprendre qu'est-ce que nous sommes. Alors, quand le temps indépendant du Congo commence, le roi de Belge, c'est lui qui a la manœuvre. Les autres sont simplement financiers. Il envoie ses sujets, les Belges, pour dire, allez, c'est Léa-Strauss qui est qui vient le premier gouverneur. Il commence, le général, il organise la colonie. Le général Maximilien Strauss, il l'organise. Et voilà, ils vont partout dans tous les recoins du pays. Ce sont ces sujets. Il leur donne des instructions. Mais alors, les patrons du monde, autour des années 1891, ils se rendent compte que non, les choses ne se passent pas comme ils s'étaient entendus. Monsieur a pris l'argent, il a développé le coin, il a organisé. Et d'ailleurs, entre autres, on dit même qu'une partie de cet argent là-bas, au lieu de venir développer le Congo, avait construit une partie de Bruxelles. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Donc, le gars ne pense plus à personne, il se comporte comme si le Congo devient son truc à lui. Il en fait maintenant son affaire personnelle. Vraiment. Vous vous souvenez que même quand il meurt, il laisse le testament aux Belges pour dire que ne laissez même pas 1 million. Unité à Congo est aussi la terre. Tu te rends compte que le gars là, avant de mourir, de son cancer ulcère d'estomac, il dit aux Belges, on a étudié ça à l'école primaire, ne laissez même pas 1 millimètre carré de ce territoire, sinon votre vieux roi se réveillera de sa tombe. Attends, c'est quoi cette histoire? Ce n'est plus une affaire de cobalt et d'or, hein? Ce n'est plus une histoire de diamant. Hein? Pour que quelqu'un dise que même si je meurs, si vous laissez même 1 millimètre, c'est pour ça que les gens essayent. C'est quelque chose qui dépasse le temporel. C'est là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars commence à devenir hautain et consort, et les autres veulent le ramener à l'ordre. Il trouve que le gars ne le respecte plus.
ne rend pas compte comme il se doit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent, ils lui disent, bon, écoutez, puisque vous vous comportez comme ça, vous avez pris notre argent, c'est ça qui a développé le coin. Comme vous commencez à agir comme si c'est votre truc, vous devez nous rembourser notre argent. Vous devez nous donner notre dette, l'argent qu'on a prêté pour faire ce... 250 milliards. Mais l'histoire ne dit pas clairement quel est qu'est-ce qui les amène en conflit. Non, le montant, c'est 25 milliards. Oui. Le conflit vient d'où? Il y a même un des grands journalistes congolais, Kwebe Kimpele, qui a fait une grande émission. Vous pouvez taper sur Google Kwebe Kimpele, l'histoire du Congo. Il en parle avec tous les détails. Hein? Avec tous les détails. Alors, les gars lui demandent, remets-nous notre argent. C'est là que tu entends dans l'histoire du Congo, on commence maintenant à exploiter les richesses du Congo. Pourquoi? Pour que le roi des Belges paye la dette. Ok. Comprenez? Et l'exploitation du Congo doit se faire pour que le roi veut se débarrasser des grands du monde. Il veut rester seul, garder ce gâteau pour lui. Alors, il a décidé, il a envoyé... Donc, que c'est lui le porte-malheur de ce que nous sommes en train de vivre. Non, il a envoyé ces gens pour dire, commencez à envoyer les VA ici en Europe. Commencez à exploiter le caoutchouc. Nous devons rembourser cette dette. En tout cas. Première année, les gars, les patrons voient que l'argent commence à venir. Écoute, c'est très important ça. L'argent commence à venir. Ils se concertent, ils disent, si on laisse comme ça, ce gars va nous rembourser notre argent, on n'aura aucune emprise sur lui. Tu te souviens qu'au départ, quand Makamunyo se banda qui est Zakini ni journaux, n'est-ce pas? Ouais. Comme par enchantement, le New York Herald et le Daily Telegraph envoient des reporters. Ils descendent au Congo belge. Non, pas Congo belge, dans l'État indépendant du Congo. D'abord, un détail important qu'il faut retenir. Quand on fait l'État indépendant du Congo en février 85, ok? Immédiatement, un mois après, le Sénat américain reconnaît officiellement ça, cet État, avant même le gouvernement belge. Le premier pays au monde à reconnaître l'État indépendant du Congo comme pays ami, c'est les États-Unis d'Amérique. Vraiment. Comme par enchantement, le grand Stanford est sénateur. Vous vous rendez un peu compte. Alors maintenant, juste pour terminer, juste la dernière phrase. Oui. Quand maintenant le gars commence à chercher à rembourser la dette, les journalistes descendent, vous les journalistes, vous, avec des caméras, avec des appareils photo à l'époque. C'est là que vous entendez la fameuse histoire du massacre du roi des Belges. Parce que lui, pour rembourser la dette, il doit exploiter. Et pour forcer les nègres à travailler, on doit couper les mains, on doit terroriser les gens pour qu'ils travaillent jusqu'à l'usure, de sorte à ce qu'on paye la dette. Quand les gars voient que le paiement, les remboursements commencent, on dit « Ah, ce type risque de nous payer la dette. » Qu'est-ce qu'on doit faire? Dit, il faut arrêter cette histoire. On envoie les journalistes, vous les journalistes, avec des photos. Comme il est en train de faire le travail forcé, allez prendre les images. On publie campagne Monde Mobimba. Ces images ont tourné dans le monde. À l'époque, le monde est encore pauvre et conso, il n'y a pas de communication, mais ces images ont tourné dans le monde entier. Sensation. Qu'est-ce qui se passe? Le roi des Belges fait un massacre. Conséquence, on réunit tout le monde. C'est un massacre, c'est inacceptable. C'était juste une manipulation. Conséquence, attends, tu le dis toi-même. Conséquence, on lui retire la gestion du Congo. On la confie à qui? On la confie au gouvernement belge. Pas comme propriétaire. Juste comme gérant. Tu comprends? Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de controverses. Je peux m'étaler encore 2 heures comme ça. Mais l'unique chose, c'est pour savoir que notre histoire est émaillée de beaucoup de controverses. Aussi longtemps qu'on n'éclaire pas, on ne se connaît pas, on ne se comprend pas. Un peuple sans identité n'a pas d'avenir. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Pour finir, c'est par là. Non, mais bon, quand je parle du Congo Nouvelle-Jérusalem,
Je ne suis pas en train d'évoquer Ésaïe 18 que tout le monde connaît, là où on parle de cette nation au-delà de l'Éthiopie, où il y a des grands fleuves, un grand fleuve, d'innombrables cours d'eau, d'innombrables palmiers, et une nation au-delà de l'Éthiopie. Non, je ne parle même pas de passage de la Genèse qui parle au sud du Nil, là où il y a le grand fleuve. Non, je ne parle pas de cette carte du Congo qui est apparue à la synagogue en Israël. Non. Il y a 5 points. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Peut-être dans une autre émission, on peut y revenir pour parler de ces 5 points qui font une similarité entre la Jérusalem antique, la Palestine antique, de l'an 0, et le Congo d'aujourd'hui. Et ça, d'ailleurs, nous promettons les spectateurs. Oui, c'est très important. Dès sa création, je le cite juste en luminaire, dès sa création, de ses limites géographiques, de sa position géocentrale, géostratégique, de la dichotomie qu'il y a, un pays immensement riche, où il vit une population paupérissime, et finalement, de son histoire. La Jérusalem antique et le Congo d'aujourd'hui ne font que un. Je sais vous le démontrer lorsqu'on aura le temps. Merci beaucoup. Mais sinon, pour dire comment on se sort de cette situation, avant de donner la solution à cela, pour revenir à mon église, parce que je ne viens pas pour rien. En tout cas, tu figures ça. Mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Mais ce sont des choses assez profondes. Parce que les gens pensent qu'on est dans cette histoire comme fanatique, comme... non, il s'agit de la... C'est même l'avenir de l'humanité tout entière. Je pense que nous allons vraiment revenir dans... Je crois que les téléspectateurs ont besoin qu'on y arrive. Dans les prochains numéros, on va vraiment parler sur la suite. Parce qu'il y a des points qui nous restent. Qu'en est-il de l'avenir? Le Congo et la Jérusalem antique. Oui. Les similarités. Et puis, que faire? Moi, je sais. Je pense et je voudrais proposer. Et nous vous laissons en suspense. Restez branchés, scotchés. Dans quelques jours, nous allons vous revenir pour vous donner les détails. Allez, merci beaucoup, sacrificateur Patrick Ambala, d'être venu. Allez, merci à Manix Kimbolo, merci à tous les amis. Retrouvez nos prochains numéros. Ciao. On a fait pratiquement combien de minutes? Je dois partir avec ces papiers parce que les prochains numéros... Bon, là, vous viendrez au Congo.